Donc on a le plaisir d'accueillir une voisine donc, qui est chargée de com à l'ISMO, juste à côté, Séverine, qui fait énormément de choses en vulgarisation. Alors tu me les as pas indiquées. Alors moi j'ai un exemple en tête, c'est que Séverine, elle travaille beaucoup avec la maison d'initiation aux sciences, la MIS, en bas dans la vallée. Et ensemble, on a monté un atelier d'astronomie pour les scolaires sur les pas de Galilée. Voilà, donc elle fait plein de choses jusqu'aux étoiles. Et donc ce séminaire, tu m'as dit que ce contenu, il t'était inspiré par les bases de la physique que tu enseignais dans le master qui forme aux profs des écoles, hein, c'est ça? Voilà. Et donc j'ai quand même remis en haut à gauche de ma diapo l'année de la physique. Hein. J'espère que c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est une année 2023-2024 qu'on porte notamment avec le CNRS et les universités, justement pour parler de physique au plus grand nombre. Vous trouverez facilement l'adresse du site web, tapez année de la physique sur n'importe quel moteur de recherche et voir un petit peu tout ce qu'on propose dans ce cadre. Donc, si je vous demandais aujourd'hui qu'est-ce que c'est que l'énergie, je pense que tout le monde, même les physiciens de cette salle, seraient un peu embêtés pour l'expliquer avec les mains, parce que c'est un concept qui est extrêmement difficile. Et quand j'en parle justement à mes étudiants, ils me disent « Ouais, bah, c'est la force, c'est la puissance, enfin tout est un peu mélangé, on se dit que quand on a de l'énergie, on peut faire quelque chose. » Et typiquement, c'est une des meilleures définitions de l'énergie qu'on puisse donner. Quand on a de l'énergie, on peut faire quelque chose. Donc l'énergie, c'est ce qui va servir à produire un mouvement, de la lumière, de la chaleur. Et en fait, toute la science de l'énergie, c'est de transformer une énergie en une autre. Et c'est ça qu'on veut faire. Par exemple, quand vous pédalez sur votre vélo, vous allez transformer l'énergie de vos muscles en mouvement. Et donc, toute cette histoire d'énergie qu'on va utiliser dans notre vie quotidienne, on ne sait pas la fabriquer, mais on va la transformer. Donc, je vous ai mis un exemple d'une expo qu'on avait fait ici avec le service de médiation de la fac d'Orsay qui s'appelle le COMPA et qui raconte comment on va pouvoir opérer un certain nombre de transitions énergétiques comme ça. Donc l'histoire, elle commence au cœur du Soleil. Donc je ne sais pas si vous savez, mais au cœur du Soleil, vous avez des noyaux d'hydrogène. Ces noyaux d'hydrogène, ils vont fusionner. Et la forme d'énergie qui est mise en jeu, c'est de l'énergie nucléaire. Ensuite, ils vont arriver jusqu'à la surface du Soleil. Cette énergie, elle va être émise sous forme d'énergie lumineuse. Les arbres vont capter la lumière du soleil et on aura de l'énergie chimique. Et puis, avec le temps, on va imaginer que les molécules de l'arbre en fait, vont s'enfouir dans la terre, faire du charbon quelques années plus tard. Ce charbon, on va le brûler, on aura de l'énergie thermique. Grâce à la vapeur d'eau qu'on va fabriquer, on va faire tourner une turbine, on aura de l'énergie mécanique, on mettra un aimant dedans, on aura de l'énergie électrique et à la fin, on allumera son ordinateur ou son téléphone. Donc l'idée, c'est que quand vous branchez un micro ou n'importe quoi, au départ, eh ben, il y a eu 2 protons, il y a très 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 longtemps, qui ont fusionné dans le Soleil. Donc c'est une vision un petit peu poétique pour montrer les choses, mais typiquement, tout ce qu'on va faire du point de vue de la transition énergétique, ben, c'est récupérer des formes d'énergie et les transformer les unes dans les autres. Alors, hop. La science de l'énergie, c'est la thermodynamique, donc c'est une science du 19e siècle et qui a accompagné tout le développement technologique actuel. Et donc, j'ai mis un petit peu sous forme de clin d'œil, en fait, cette histoire de principe, parce que c'est des choses qu'on apprend quand on fait de la physique. Mais en fait, c'est des choses qu'on peut aussi très bien comprendre avec les mains. Donc, le premier principe, c'est celui que je vous ai évoqué. On ne fabrique pas d'énergie. Je ne sais pas si vous connaissez le roman de Barjavel qui s'appelle La Nuit des temps. Je ne sais pas si certains connaissent, et c'est donc ça parle d'une civilisation qui était capable de faire quelque chose à partir de rien. Notre physique, à nous, elle nous interdit ça, malheureusement. Et le deuxième principe, alors c'est le mot entropie, c'est presque, enfin c'est pas un gros mot, mais ça veut dire simplement que quand on fait quelque chose, on augmente le désordre. Et donc, il y a une hiérarchie, si vous voulez, dans les énergies. Vous avez des énergies qui vont être plus nobles, comme par exemple le mouvement, l'électricité, et puis des énergies moins nobles, comme la chaleur. Et ce que nous dit le deuxième principe, c'est que vous pouvez transformer 100% d'électricité en chaleur, ça s'appelle un radiateur, mais vous ne pourrez jamais transformer 100% de chaleur en électricité sans reperdre de l'énergie. Donc ça a des applications très concrètes.
le rendement d'un moteur diesel, par exemple, actuellement, on approche des 40%, c'est-à-dire que les ingénieurs qui développent les technologies les plus performantes qui soient n'arriveront jamais à faire un moteur diesel qui transforme plus de 40% de l'énergie de l'essence en mouvement, parce que tout simplement la physique l'interdit. Quand on parle de physique, on parle beaucoup d'unité, donc j'ai pas du tout envie de vous embêter avec ça, mais c'est juste parce que l'énergie, vous en entendez parler, vous en voyez partout. Donc l'unité du physicien classique, c'est le joule. Après, vous prenez n'importe quel physicien dans les labos, ils en ont des tas d'autres, hein, parce qu'ils ont l'électron-volt, le centimètre-moins 1, des tas de trucs comme ça. Mais celles qu'on va rencontrer dans notre vie courante, bah, vous avez par exemple le watt-heure. Ça, c'est ce que vous payez à EDF sur votre facture électrique. Et puis une autre unité qu'on connaît pas mal, surtout l'été, là, quand on pense à son summer body, c'est les kilocalories, c'est-à-dire l'unité qu'utilisent les gens qui font de la nutrition. Mais tout ça, c'est des unités d'énergie. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de regarder ensemble, du point de vue du physicien, qu'est-ce que c'est que toutes ces ressources en énergie qui peuvent accompagner la transition énergétique, et on va essayer de regarder ensemble quels sont leurs avantages et quels sont leurs inconvénients, quelles sont leurs facilités de déploiement, vers quoi on peut aller. Mais moi, je resterai dans mon domaine de compétences, c'est-à-dire que moi, je suis physicienne, et donc je ne suis pas climatologue, et je suis encore moins politique. Donc voilà, on va essayer vraiment de parler de science. Donc ces énergies, ben, on va les regarder les unes après les autres. Et en fait, on en définit deux grandes catégories, celles qui sont fossiles, c'est-à-dire celles qui s'épuisent quand on les utilise, et puis toutes les énergies renouvelables qu'on essaye de développer et de mettre en place. Alors quand même, avant de parler que de physique, je vais essayer de contextualiser un petit peu tout ça. Il y a quelque chose qui est très facile, en fait, c'est faire la différence entre une énergie fossile et une énergie renouvelable. Hein, c'est la définition toute bête que je vous ai donnée. Typiquement, vous brûlez le bois d'un arbre, vous refaites pousser l'arbre, vous avez de nouveau du bois. Donc c'est une énergie renouvelable. Le pétrole, ça a mis des millions d'années à se former, donc une fois qu'on l'a brûlé, ben, on ne le retrouve pas tout de suite. Mais ça ne suffit pas en fait de s'intéresser à cette notion-là, et donc vous avez probablement entendu parler de ce qu'on appelle le développement durable, c'est-à-dire une utilisation raisonnée de l'énergie qui va respecter un certain nombre de critères. Donc vous avez déjà le critère écologique, voilà, le critère écologique, c'est-à-dire qu'une énergie, il ne suffit pas qu'elle soit renouvelable pour qu'elle soit durable. C'est-à-dire que vous avez une jolie définition du développement durable qu'avait donnée en 1987, c'est permettre de satisfaire ses besoins sans compromettre la capacité des autres. Alors bien sûr, aujourd'hui et demain, ça veut dire qu'il ne faut pas épuiser toute l'énergie pour que les générations futures puissent en disposer, mais c'est surtout ici et là-bas. Et ça, c'est quelque chose qu'on va regarder ensemble, c'est-à-dire qu'on ne peut pas admettre qu'on ait des formes d'énergie propres, par exemple dans les pays occidentaux, qui résultent de la production de matériaux de façon polluante en Chine, par exemple. Et puis, il faut également que... Il faut également que l'aspect social et économique soit respecté, c'est-à-dire qu'on vit dans le monde dans lequel on vit. Si on met en place une forme d'énergie qui est trop chère, qui n'est pas compétitive économiquement, personne n'arrivera vraiment à la développer. Et en même temps social, c'est-à-dire que maintenant qu'il y a cette prise en compte en fait, de la nécessité d'opérer cette transition énergétique, il faut qu'elle soit bien sûr accessible à tout le monde et pas seulement aux pays occidentaux. Je vous ai rappelé quelques dates, il y en a beaucoup. Mais donc le sommet de la Terre à Rio en 92, et puis la conférence sur le climat en 2015. Je ne sais pas si vous prenez parfois le RER Gare du Nord, vous avez des équations assez complexes de mécanique des fluides sur le quai du RERB, donc ça date de cette époque-là. Donc, comme je vous disais, on va regarder pour chaque type d'énergie, si elle est fossile et renouvelable, pour quelle utilisation on peut la développer, et surtout, on va essayer de s'interroger sur les avantages et les inconvénients. Je vous ai parlé d'impact environnemental, on parlera aussi beaucoup d'intermittence, parce que c'est quelque chose qui est important pour la transition énergétique. Je vais faire un tout petit aparté sur l'électricité. Donc l'électricité, évidemment, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Mais l'électricité, ce n'est pas une source primaire. Vous n'avez pas de gisement d'électricité. Le seul gisement d'électricité qui pourrait exister, c'est la foudre, mais on ne sait pas la récupérer pour la bonne raison, c'est qu'on ne sait pas où elle va tomber, en fait. Donc l'électricité, c'est quelque chose que les humains fabriquent. Et en gros, je le dis une fois ici, parce que ça va servir tout le temps, comment on fait de l'électricité
à part le photovoltaïque, ben, on prend un gros aimant, on le met dans une bobine de fil, on le fait tourner. Et à partir de ce moment-là, on a de l'électricité. Donc, comment on va transformer une forme d'énergie en électricité? Le truc, il faut faire tourner quelque chose. Et pour faire tourner quelque chose, ben, on peut utiliser soit le vent, dans une éolienne, ou bien souvent, on utilise de la vapeur d'eau qui va faire tourner l'alternateur. Et donc, toute la transformation vient du fait qu'au départ, on a de l'énergie, du bois, de l'essence que vous voulez, on chauffe de l'eau et on fait tourner l'alternateur. Donc, c'est souvent comme ça qu'on fabrique de l'électricité. Et le gros souci de l'électricité, c'est que ça ne se stocke pas. L'électricité en tant que telle, l'énergie électrique ne se stocke pas. Si vous éteignez la lumière, il n'y a plus de courant qui circule, donc il n'y a plus d'électricité. Donc, quand on va regarder les différents types d'énergie qu'on va mettre en place, le truc, c'est que quand vous avez du photovoltaïque, quand vous avez de l'éolien, tout ça, vous passez par le vecteur électricité. On ne sait pas stocker l'électricité. Si on augmente la part des renouvelables, on va augmenter la difficulté à stocker cette électricité. Et il y a un exemple qui est assez édifiant. Si vous regardez 1 kg de batterie lithium-ion, donc une batterie lithium-ion, c'est ce que vous avez par exemple dans votre voiture, dans votre téléphone portable, enfin qui ne pèse pas 1 kg, heureusement, et vous comparez la quantité d'énergie que vous allez récupérer avec 1 kg de batterie, vous comparez cette quantité d'énergie avec 1 kg d'essence, et vous avez un facteur 10. Donc quand vous embarquez 1 kg d'essence dans votre voiture, vous avez 10 fois plus d'énergie qu'1 kg de batterie. Bon, après, le moteur électrique a un meilleur rendement que le moteur essence. Mais voilà, c'est quand même des chiffres qu'il faut garder en mémoire. Quand on regarde un peu tout ce qui est autour de l'énergie, des chiffres, on en est submergé, on en est noyé. Donc, ce n'est pas forcément ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les tendances. Donc, ce que vous voyez sur ces graphes, il y a trois trucs qui sautent aux yeux. Le premier, c'est qu'on nous dit, et je vais y revenir après, qu'on doit arrêter de brûler du pétrole, du charbon, etc., à cause du problème du réchauffement climatique. Et si vous regardez actuellement, la dépendance mondiale aux énergies fossiles, donc tout ce qui est gris, marron, tout ça, c'est ce qu'on utilise encore d'énergie fossile dans le monde par rapport aux renouvelables. Donc on est encore à 75 à 80% de notre dépendance énergétique aux énergies fossiles. Deuxième point, bah ça augmente. Toujours ça augmente, ça augmente, ça augmente. Même si on se dit, oula, il faut qu'on arrête, on consomme toujours de plus en plus d'énergie. Et ce qui saute aussi aux yeux, c'est les fortes inégalités territoriales. Donc là, vous avez la consommation d'énergie par habitant. Donc le Qatar, c'est vraiment l'emblème de la plus forte consommation. Mais même si vous comparez les États-Unis, la France, et puis par rapport à ce qui se passe par exemple dans des pays comme l'Afrique de l'Est, là encore, vous avez des ordres de grandeur. Donc on a vraiment une répartition très très inégale de la consommation d'énergie dans le monde. Alors, on va essayer de regarder rapidement chaque type d'énergie et essayer de comprendre surtout comment ça fonctionne, et puis à quoi ça sert et comment on l'utilise. Donc les énergies carbonées, c'est celles qu'on utilise depuis le plus longtemps, c'est le pétrole, le charbon, le gaz. Donc peut-être le savez-vous, en fait, quand j'ai posé la question à mes étudiants, ils m'ont dit le pétrole c'est la décomposition des dinosaures, ce qui n'est pas faux, mais pas que. Donc en fait c'est tous les êtres vivants qui ont vécu il y a 10, 20, 50, plusieurs centaines de millions d'années, qui sont composés de ce qu'on appelle des molécules organiques. La différence entre une molécule organique, donc c'est une molécule qui est composée de carbone et d'hydrogène, et une molécule dite minérale, c'est que les molécules organiques, elles ne peuvent être fabriquées que par des êtres vivants. Et ces êtres vivants, dont nous, quand on meurt, on se décompose, et puis quand il y a des circonstances géologiques très particulières, les molécules des êtres vivants, elles vont s'accumuler, et puis on peut obtenir des gisements, soit de pétrole, soit de charbon, soit de gaz, suivant les conditions géologiques. Donc, les formes conventionnelles en fait, des énergies carbonées, il y a le pétrole. Alors, le pétrole, c'est un mélange de tas de trucs. Le gaz naturel, celui qu'on appelle le gaz de ville, qui est du méthane. Et puis, tout un tas de sortes de charbon. Et puis, maintenant, on voit apparaître des formes non conventionnelles. Et peut-être une dont vous avez entendu parler, parce que ça pose des problèmes écologiques, c'est le gaz de schiste. Le gaz de schiste, c'est du gaz, c'est du méthane. Simplement, au lieu d'être dans un gisement où on peut le récupérer de façon facile, il est emprisonné dans des roches. Donc on doit fracturer les roches pour le récupérer, ce qui pose effectivement des problèmes écologiques. Donc ces ressources, en fait, ce dont on est certain, c'est qu'elles sont en train de s'épuiser. Alors quand on discute avec des personnes
j'allais dire d'un certain âge, mais je me mets dedans, il y a des gens qui vous disent « Ah, la fin du pétrole, on en a entendu parler, ça fait 50 ans qu'on nous dit qu'il n'y aura plus de pétrole dans 50 ans. » Je ne sais pas si c'est des discours que vous avez entendus. Sauf qu'il y a 50 ans, on ne disposait pas de toute la batterie de satellites en fait, qui observent la Terre. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on sait, on connaît les gros gisements qui restent et qu'on peut exploiter de façon rentable. Ils sont connus. Ce qu'on connaît un tout petit peu moins, c'est à quelle vitesse on va les consommer. Mais en gros, alors, si vous êtes intéressé, il y a vraiment le site de culture de physique de l'ENS de Lyon qui fait des dossiers qui sont absolument remarquables et qui nous disent à peu près allez, un demi-siècle pour le pétrole et le gaz naturel, si on continue à le consommer comme maintenant, 130 ans pour le charbon. Donc, on va aller vers l'épuisement de cette ressource en énergie. Les avantages, comme je vous disais, du pétrole, par exemple, c'est que c'est quelque chose de très pratique, c'est concentré en énergie, on peut s'en servir pour tout, pour se chauffer, pour mettre dans sa voiture, pour faire de l'électricité, par exemple, avec des centrales à gaz. Bien sûr, il y a des inconvénients, donc outre le fait que ce pétrole est en voie d'épuisement, le pétrole est mal réparti, donc vous savez que c'est quand même une cause de nombreux conflits dans le monde, l'accès au pétrole et au gaz. On peut parler par exemple récemment des impacts de la guerre en Ukraine sur l'approvisionnement en gaz en Europe. Il y a de la pollution locale. Vous n'avez qu'à arriver sur Paris par la N118 un jour d'anticyclone et on voit cette espèce de nuage jaune au-dessus de Paris. C'est du dioxyde de soufre qui est lié à l'utilisation des voitures. Il y a de la pollution liée au transport. En particulier, on a tous en mémoire un certain nombre de marées noires suivant l'endroit où on habite. Et puis, le principal problème de l'utilisation des énergies carbonées, c'est l'émission de dioxyde de carbone et en particulier l'effet de serre. Donc, je vais vous parler de l'effet de serre parce que c'est quelque chose qu'on peut relativement comprendre, mais il faut préciser les choses un petit peu. Donc, la Terre est entourée d'une atmosphère qui est essentiellement composée de diazote et de dioxygène. Elle est transparente à la lumière visible, heureusement, parce que c'est quand même comme ça qu'on voit et c'est la lumière qui nous alimente. Donc, quand la lumière du Soleil rentre dans l'atmosphère, elle rentre la plupart du temps sous forme visible et elle traverse l'atmosphère. Après, cette lumière, elle va interagir avec le sol, la végétation, les océans, et elle va se transformer en lumière infrarouge. Et quand elle va vouloir repartir vers l'espace, eh bien là, il y a des molécules de l'atmosphère qui absorbent la lumière infrarouge. Donc ces molécules, elles laissent passer la lumière visible, mais elles absorbent la lumière infrarouge. Et donc la lumière, elle est bloquée, l'énergie est bloquée, et ça produit une forme de réchauffement. Ce réchauffement, il est bénéfique à la base. Sans effet de serre sur Terre, on aurait une température de moins 18 degrés. Donc on ne serait pas là pour en parler, il n'y aurait pas d'océan liquide. Donc au départ, toute la vie, elle s'est construite dans cet équilibre-là. Sauf que nous, ce que les humains ont fait, c'est que tout le carbone stocké dans les êtres vivants qui a été enfoui sous forme de pétrole, sous forme de gaz, sous forme de charbon, on l'a brûlé. En le brûlant, on a fait une combustion, on a fait du dioxyde de carbone et de l'eau, et on a relargué ce dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc vous entendez souvent parler de cette histoire de ppm, 400 ppm. On a doublé en fait la quantité de dioxyde de carbone qui était dans l'atmosphère et donc qui retient la chaleur de la Terre. Donc là vous avez une courbe en fait qui vous montre l'augmentation du dioxyde de carbone. Et en fait, cette courbe, elle est tellement constante et elle augmente de façon tellement régulière chaque année qu'on peut dire son âge en disant quelle était la quantité de dioxyde de carbone sur Terre quand on est né. Donc moi, je suis née à 324 ppm. Donc je vous laisserai chercher si vous voulez savoir quel âge j'ai. Ce dioxyde de carbone, en fait, c'est le principal gaz à effet de serre. Il y en a d'autres, hein. Mais celui-là, il pose quand même sacrément problème parce qu'en fait, il va rester dans l'atmosphère très longtemps. Donc, si aujourd'hui, on décidait, on brûle plus une goutte de pétrole, dans un siècle, il en restera encore la moitié. Et vous voyez qu'on en a déjà mis 200 ppm en trop. Voilà. Donc, on a un souci avec ça parce que ça provoque effectivement le réchauffement climatique. Donc, je vais très rapidement, parce que vous pourrez trouver aussi d'autres sources, dire quand même quel est le problème du réchauffement climatique. Si
si on se dit, dans les scénarios du GIEC qui ne sont pas les plus pessimistes, parce qu'il y a pire, si on s'attend à un réchauffement de à peu près 3 degrés à la fin du 21e siècle, quelles sont les conséquences? Et c'est là qu'il faut raisonner un peu en termes de physiciens et en termes de moyenne. Hein. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, s'il faisait 2-3 degrés de plus, finalement, on s'en plaindrait pas tant que ça. Et puis même en été, on peut se dire, allez, un petit peu plus, c'est pas si grave. Sauf que ça reflète en fait des choses extrêmement disparates. C'est-à-dire que vous allez avoir des endroits où le réchauffement, il peut atteindre 7 ou 8 degrés. Et donc, dans les projections qui sont faites, il y a une carte de la NASA qui montre le nombre de territoires qui vont devenir inhabitables. Soit parce qu'ils sont immergés, soit parce qu'en été, les températures sont telles que la vie ne sera pas possible. Nous, on a un corps humain à 37 degrés, on ne peut pas vivre à 40 degrés parce qu'on ne peut plus transpirer, on ne peut plus réguler notre température. Donc, il y a énormément de catastrophes qui sont prédites. La montée des océans, en particulier si les glaciers de l'Antarctique commencent à fondre, avec un effet d'emballement, on s'attend à une montée des eaux de 50 mètres. Donc prenez une carte, regardez tout ce qui va être inondé. Un impact sur la faune et la flore qui est énorme parce que la vie n'a pas le temps de s'adapter. Enfin, énormément de choses qui vont aussi conduire effectivement à un impact politique fort de migration des populations. On assiste à des phénomènes météorologiques extrêmes. Le GIEC, jusqu'à pas si longtemps, refusait, parce que ce sont des scientifiques et qui ont vraiment besoin de preuves extrêmement robustes, de lier les événements catastrophiques de tempêtes, d'ouragans accrus au réchauffement climatique. Ils disaient on n'est pas sûr à 100%. Et maintenant, même eux le disent. Donc voilà, on assiste vraiment à quelque chose qui est extrêmement catastrophique. Et en plus, le réchauffement climatique, il a lieu en même temps que la raréfaction de l'énergie, en fait. C'est parce qu'on a brûlé toutes nos ressources en énergie qu'on a le réchauffement climatique. Et en même temps, on n'a plus la ressource en énergie. Donc on ne peut pas se dire vivons comme à Las Vegas, climatisons tout. On n'a pas l'énergie pour faire ça. Donc, je vous encourage à regarder, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup, la conférence qu'avait fait Valérie Masson-Delmotte pour l'inauguration de l'année de la physique, où elle va développer ces points-là, et c'est son domaine de compétence, ou tout autre climatologue. Bon, mais Valérie Masson-Delmotte, elle est à Paris-Saclay, donc voilà, on peut regarder les collègues. Il y a des pistes qui sont explorés. Par exemple, à Orsay, il y a des gens qui font de la recherche sur la photosynthèse artificielle, c'est-à-dire comment on pourrait recapturer ce CO2 pour faire à nouveau des hydrocarbures. Mais voilà, c'est un début. Il y a des choses à l'échelle mondiale qui sont proposées de développer des puits de carbone. Il faut replanter des forêts, surtout pas les raser. En Islande, où ils ont beaucoup d'énergie géothermique, ils récupèrent le dioxyde de carbone de l'air pour le stocker dans des anciennes réserves de gaz naturel, etc. Mais ces solutions, elles sont quand même relativement anecdotiques pour l'instant. Donc, ce qu'il faut retenir de ce gros problème de l'effet de serre, c'est qu'il faut qu'on trouve des solutions pour ne plus brûler les énergies fossiles. Donc, quelles peuvent être ces solutions? Donc, la première dont je vais parler, c'est le nucléaire. Et donc, je vais en parler en tant que physicienne. Et c'est tout, parce que je sais que c'est un sujet qui peut être sensible et on a chacun ses opinions. Donc je vais vous parler de la physique. Qu'est-ce qui se passe? Comment on récupère de l'énergie nucléaire? Alors ça, je ne sais pas, même si vous n'êtes pas physicien ou chimiste, hein, parce que le tableau périodique, il est à tout le monde, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà vu passer un jour ou l'autre. Donc ça, c'est tout ce qui existe dans l'univers, c'est tous les atomes, en fait, et tous les noyaux. Donc comment ça marche ce truc-là? En gros, un noyau, c'est un ensemble de protons et de neutrons. Et donc chacune de ces petites cases, c'est un élément qui a un certain nombre de protons. Voilà. Et en gros, quand on regarde le tableau périodique, il y en a un qui est très important, c'est le fer. Voilà. Le fer, c'est le noyau le plus stable qui existe. Donc en gros, tout ce qui est plus petit que le fer, ça a intérêt à s'assembler. Si vous prenez deux noyaux d'atomes plus petits que le fer, quand ils vont s'assembler, ils vont être plus stables et on va récupérer de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas bien. C'est le réacteur ITER à Cadarache où on essaie de faire fusionner, comme dans le Soleil, des noyaux d'hydrogène pour récupérer de l'énergie. Ça, on ne sait pas très bien faire. Si ça marche, c'est chouette parce que l'hydrogène, il y en a dans l'eau et tout. C'est peut-être l'avenir de l'humanité, mais pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait au point là-dessus. Par contre, si vous avez des noyaux qui sont plus gros que le fer, alors vous avez intérêt à les casser. Si vous cassez un noyau plus gros que le fer,
vous récupérez 2 petits noyaux et vous récupérez de l'énergie. Donc ça, c'est le principe d'une centrale nucléaire. Donc comment ça marche? Au départ, on a un atome, donc on prend l'uranium pour des raisons qui fait qu'il est performant pour ce type de truc, et on lui envoie dessus un neutron, on le casse, et quand on le casse, on fait des produits plus petits, on récupère de la chaleur. Cette chaleur, eh ben, on va l'utiliser pour faire chauffer de l'eau, ce que je vous racontais tout à l'heure. Et puis, on va récupérer des neutrons en plus, et ces neutrons, ils vont réussir à casser d'autres noyaux qui, à leur tour, vont faire des neutrons et vont réussir à casser d'autres noyaux, etc. Donc, ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Ce qu'on fait dans une centrale nucléaire, c'est qu'on ne laisse pas cette réaction se propager, parce que ça, c'est très violent, en fait. Ça, c'est ce qui se passe, par exemple, dans la bombe A, celle qu'il y avait eu sur Hiroshima. Donc, on ne veut pas ça dans une centrale nucléaire. Ce qu'on veut, c'est un neutron qui va casser, et puis les autres, on les récupère pour éviter que la réaction s'emballe. Voilà. Donc voilà ce qui se passe dans une centrale. Et après, c'est exactement la même chose que pour n'importe quelle autre centrale, c'est-à-dire que cette chaleur, elle va servir à faire chauffer de l'eau. Et si vous vous rappelez tout à l'heure, la vapeur d'eau fait tourner l'aimant. L'aimant, il est dans un circuit avec une bobine et des électrons, et on récupère de l'électricité. Donc, ça fonctionne, une centrale nucléaire, comme une centrale thermique, sauf que le combustible, c'est pas du gaz, c'est de l'uranium. Donc, si on raisonne en essayant d'être objectif, de donner des chiffres, il y a des avantages et bien évidemment des inconvénients au nucléaire. Donc, les avantages, c'est que c'est une énergie qui est très concentrée. Donc, si vous récupérez l'énergie qu'il y a dans 1 gramme d'uranium, vous allez récupérer autant d'énergie que dans 3 tonnes de charbon. Donc c'est quelque chose qui est très concentré. Et si on regarde après comment ça va se traduire à l'échelle du déploiement, ben en gros, par an en France, on utilise à peu près 25 tonnes d'uranium. Quand vous manipulez comme ça des chiffres, en fait, il y a un truc qu'il faut avoir en tête, c'est quelques petits ordres de grandeur. C'est des ordres de grandeur de puissance. Donc 1 gigawatt, 1 milliard de watts, c'est la puissance d'une tranche de centrale nucléaire. On parle de tranche parce que si vous regardez, par exemple, quand vous prenez l'autoroute A6 pour descendre dans le Midi, on voit bien celle du Tricastin, on voit plusieurs cheminées. Donc chaque cheminée, c'est une tranche de centrale nucléaire. Voilà. Ah, j'ai fait autre chose qu'il ne fallait pas. Une tranche de centrale nucléaire, c'est 1 gigawatt. Une centrale à gaz, c'est entre 0,1 et 0,7 gigawatts. Voilà. Juste garder ces ordres de grandeur dans la tête pour pouvoir faire des comparaisons. Le gros avantage dans la situation actuelle de réchauffement climatique, c'est que le nucléaire n'émet pas en fonctionnement de gaz à effet de serre. Alors bien sûr, le nucléaire a des inconvénients. D'abord, il y a des accidents. Tchernobyl, 86, Fukushima, 2011. C'est une énergie fossile dans la façon dont on l'utilise. C'est-à-dire que si on décidait aujourd'hui de remplacer tout le pétrole par l'uranium, c'est pareil, dans 80 ans, on n'en a plus. Et le gros souci, c'est quand même le problème des déchets radioactifs. Alors, pour donner quelques ordres de grandeur, en France, si on prend donc des déchets radioactifs, il y en a plusieurs sortes. Il y en a qu'on sait maîtriser. Ceux qu'on va mettre dans une piscine, et puis au bout de 10-15 ans, ils sont plus radioactifs, on les récupère, il n'y a pas de souci. Il y en a qui posent énormément de problèmes, c'est les déchets qui sont radioactifs pendant des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'années. Et on en produit 10 grammes par an et par habitant en France. Voilà. Donc chaque année, pour chacun d'entre nous, on cause la production de 10 grammes de déchets qui sont extrêmement radioactifs. Donc en fait, il y a 2 pistes. Soit on trouve une solution pour les recycler, soit on les stocke. Les recycler, ça veut dire les réutiliser dans un type de centrale différent qu'il faut mettre au point. Donc je ne sais pas si parmi vous, il y a certains qui avaient entendu parler de Cresmes-Maleville, dans les Alpes, où c'était cet essai de développer un réacteur qui réutiliserait les déchets ultimes des réacteurs classiques. En France, on a abandonné parce que c'est une technologie qui était très complexe à mettre en œuvre. On n'est pas allé jusqu'au bout, mais il y a des pays où ils réfléchissent à ça. Donc, comme on a décidé c'était compliqué, disons, avec la technologie actuelle, de recycler ces déchets, on a décidé de les stocker. Donc, très récemment, vous avez eu la loi qui a été adoptée pour le site de Bure, alors c'est pas chez nous, c'est Bure dans la Meuse, où on va enfouir ces déchets dans des couches argileuses profondes et ils vont rester là pendant des dizaines de milliers d'années. Juste pour dire que le nucléaire, c'est quand même une énergie qui est utilisée dans
un certain type de pays, sont essentiellement les pays occidentaux. Et donc là, vous avez les tranches de centrales en France. Celle qui alimente Paris, c'est Nogent. Alors, il n'y a pas que le nucléaire qui peut suppléer au pétrole, et il va y avoir toutes ces ressources d'énergie renouvelable qui sont nombreuses, le solaire, l'hydraulique, l'éolien, etc. La plus ancienne, c'est aussi l'énergie musculaire. Par exemple, la nôtre, quand on prend notre vélo. Autrefois, les chevaux qui remplaçaient les gens dans les champs. Mais moi, je vais surtout vous parler d'électricité. Et donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu les différentes possibilités de produire de l'électricité sans pétrole et sans nucléaire. Il y a un objectif en France, c'est qu'en 2030, 40% de notre électricité soit produite grâce aux énergies renouvelables. Et là, vous avez un site, si ça vous intéresse, RTE, tous les 6 mois, ils publient, on peut trouver autant de chiffres, si vous aimez les chiffres, on peut en trouver autant qu'on en veut, sur tout le développement du parc d'énergie renouvelable en France. Vous voyez qu'il y a des régions qui l'ont déjà atteinte, Toulouse, enfin l'Occitanie. L'Occitanie a atteint l'objectif de 40% d'énergie renouvelable, et puis des régions qui sont quand même un petit peu plus en retard. Mais je ne vais pas dire du mal des Bretons, parce que où qu'on aille, il y a toujours un Breton dans la salle. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que dans le parc renouvelable français, la grande majorité, en fait, disons que la première ressource en énergie, c'est l'hydraulique en France. Alors, je vais commencer par le solaire. Dans les bonnes nouvelles, en fait, c'est que la quantité d'énergie que nous envoie le Soleil chaque année sur Terre, elle est des ordres de grandeur supérieurs à celle dont on aurait besoin pour l'humanité. Donc on en reçoit largement assez. Vous avez ce genre de carte, alors les points noirs, ils sont gros quand même, mais si on est capable de récupérer l'énergie du Soleil qui tombe sur Terre sur juste ces 5 points-là, on a assez d'énergie pour toute l'humanité. En plus, elle est abondante, elle est gratuite. Voilà, donc on se dit, voilà, il y a quand même de l'espoir. Le gros souci, en fait, c'est que c'est pas si facile que ça de la récupérer. Donc je vais vous montrer un peu les dispositifs qui existent et qui sont quand même en train d'améliorer, mais c'est pas si simple. Et le gros souci, c'est que c'est une énergie qui, par définition, est intermittente, puisqu'il fait quand même nuit 1 fois par jour. Donc ça, on peut pas y faire grand-chose. Donc l'énergie solaire, elle nécessite, pour être utilisée, de développer, en fait, la possibilité de le capter. Donc le premier truc, c'est typiquement récupérer de l'énergie thermique. Quand vous avez sur les maisons des panneaux comme ça, c'est les gens, ils ont un chauffage qui fonctionne au soleil. Donc c'est vraiment la technologie la plus élémentaire, c'est de l'eau. Le soleil chauffe l'eau et on a de l'eau chaude. Donc dans les pays privilégiés, on a de l'eau chaude assez chaude. Et dans les régions comme nous, où il ne fait pas énormément de soleil, on préchauffe l'eau de son chauffe-eau. Mais c'est toujours ça de gagner en termes d'énergie. Donc c'est ce qu'on appelle le solaire thermique. Et alors il y a des développements extrêmement technologiques du solaire thermique. C'est ce qu'on appelle les centrales thermodynamiques. Là, vous avez une photo d'une centrale solaire en Andalousie. Donc ça peut fonctionner que dans des pays où il n'y a pas de nuages. Et en fait, ce que vous voyez là, ce sont des forêts de miroirs. Et chacun de ces miroirs, en fait, renvoie la lumière du soleil. Donc ça bouge au fur et à mesure de la journée vers une tour. Et tout en haut de la tour, vous avez ce qu'on appelle des sels fondus qui vont être chauffés à des températures de plusieurs centaines de degrés grâce à la lumière du soleil. Et quand on a ces températures, quand on a ce sel fondu avec des températures de plusieurs centaines de degrés, la centrale, elle va même fonctionner la nuit parce qu'on utilise cette chaleur pour faire chauffer de l'eau. Pour faire bouillir de l'eau, il suffit d'avoir 100 degrés. Et donc, on va pouvoir, après, refaire le même système dont je vous parlais tout à l'heure, la vapeur d'eau qui fait tourner une turbine. On va pouvoir récupérer l'énergie et ça peut fonctionner 24 heures sur 24. La difficulté, c'est qu'effectivement, ça ne marchera que dans les pays extrêmement ensoleillés. Et c'est une technologie qui est coûteuse, puisqu'en fait, c'est quand même des miroirs qui sont motorisés, qui doivent bien renvoyer la lumière du soleil. Le deuxième point de l'énergie solaire, c'est le photovoltaïque. Donc, vous en avez sûrement beaucoup entendu parler. Vous savez que sur le plateau de Saclay, là-bas, on a l'Institut français du photovoltaïque. Donc, il y a plusieurs labos qui se sont regroupés pour promouvoir cette énergie. Alors, comment ça marche le photovoltaïque? Si on veut le dire simplement avec les mains, dans les matériaux de base, vous avez 2 sortes de matériaux. Vous avez des matériaux qui sont conducteurs, comme le cuivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un matériau conducteur, vous avez des atomes et ils donnent leurs électrons, très facilement. Et du coup, ça conduit l'électricité. Ça, c'est le cuivre.
Et puis, à l'autre bout de l'échelle, vous avez des matériaux isolants, comme le plastique, qui ne donnent pas ces électrons. Les molécules, elles gardent leurs électrons. Et puis, vous avez des matériaux intermédiaires, qu'on va appeler des semi-conducteurs. Donc, les semi-conducteurs, ils ne donnent pas leurs électrons, sauf si on les aide un tout petit peu. Donc, dans un semi-conducteur, il ne conduit pas l'électricité tout seul, mais si on lui donne un tout petit peu d'énergie, alors il va le faire. Donc, ce que je vous traduis avec les mains, c'est ce qui est noté de façon un petit peu plus scientifique sur le dessin, mais c'est ça que ça veut dire. On va récupérer un petit peu d'énergie de l'énergie du soleil, et ça va rendre le matériau conducteur. Donc, le photovoltaïque, c'est effectivement une façon de capter l'énergie du soleil pour la transformer en électricité. Si vous regardez le graphe, là, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait, ce n'est pas le jour et la nuit, c'est les mois de l'année. Donc vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence de production des panneaux photovoltaïques en été et en hiver. Donc c'est une énergie qui est intermittente et qui va dépendre un petit peu du moment de l'année où on veut l'utiliser. Et actuellement, dans l'état actuel de la production, en labo, on fait beaucoup mieux, mais dans les panneaux qui vous sont vendus, on a un rendement qui est de l'ordre de 15%. Donc vous me direz, c'est pas grave, on en a 100 000 fois trop de l'énergie solaire, donc si on n'en récupère que 15%, c'est pas un problème. Sauf que pour récupérer l'énergie, il faut fabriquer ces panneaux en silicium. C'est une technologie coûteuse en énergie elle-même. Et puis, ça prend de la place, un panneau solaire. Donc, dans l'état actuel, on ne peut pas fabriquer suffisamment de panneaux solaires et trouver suffisamment de place pour les mettre pour remplacer tout ce qu'on consomme en énergie par le solaire. Juste dire que la plupart de l'utilisation de l'énergie solaire, en fait, elle est globale. C'est-à-dire que même si vous avez des panneaux sur votre toit, vous ne consommez pas vos propres électrons. En fait. Vous les réinjectez dans le réseau d'EDF, et après, c'est tout le monde qui consomme l'énergie solaire. Il y a quand même des applications locales, par exemple les parcs-mètres, ou ce que vous voyez sur les panneaux d'autoroute, hein, par exemple, pour alimenter. Là, c'est autonome. Et là, vous voyez encore que des régions du sud-ouest sont plus favorisées en termes de soleil. Donc, c'est davantage déployé. Et si vous essayez de vous rappeler un petit peu les chiffres, tout à l'heure, je vous ai dit, il faut se rappeler 1 gigawatt, c'est une tranche de centrale nucléaire. En France, on a entre 45 et 50 tranches de centrales nucléaires qui fonctionnent suivant les moments où elles sont en maintenance ou pas. On a 15 gigawatts d'énergie solaire déployée en France, donc on se dit c'est beaucoup, mais c'est 15 gigawatts possibles. Sauf que quand il fait nuit, ça ne fonctionne pas. Quand il y a trop de nuages, la production est beaucoup plus basse. Donc on a 15 gigawatts installés, mais qui ne fonctionnent pas à 100%. Et le solaire en France ne représente actuellement que 4% de l'énergie. Alors que si je vous pose une devinette, à votre avis, où pourrait se trouver la plus grande centrale solaire en France? C'est-à-dire, au lieu de se dire c'est juste sur des toits, c'est un endroit où on a des millions de panneaux pour fabriquer de l'électricité. En Lorraine. Donc c'est assez amusant parce qu'on ne se serait pas attendu, c'est quand même pas le pays réputé le plus ensoleillé. Voilà, donc la plus grande centrale solaire de France, elle est en Lorraine. Et si on essaie de se rappeler un petit peu les chiffres, cette centrale, en fait, qui comporte 1 million de panneaux photovoltaïques sur 120 hectares, elle est l'équivalent d'un dixième de tranche de centrale nucléaire. Voilà. Donc il n'y a aucun jugement de valeur de ma part, hein, bien évidemment, c'est juste un petit peu avoir des ordres de grandeur. Alors, ensuite, si on passe à l'hydraulique, les barrages, je pense que vous en avez vu. C'est pas l'image d'Épinal qu'on peut avoir des enfants de la chute d'eau qui tombe. Hein. C'est une conduite qui est forcée, donc il n'y a rien à voir à un barrage. Tout ce qu'on voit, c'est un mur. Et donc l'idée, c'est que on va faire. C'est toujours pareil. Pour faire de l'électricité, il faut faire tourner un aimant. Donc on le fait tourner en utilisant l'énergie de la gravitation, hein, tout simplement l'eau qui tombe et qui fait tourner l'aimant. En France, en fait, les gens parlent de gisement. Et donc, le gisement d'hydraulique, c'est typiquement les grands fleuves où on peut installer des barrages. Et on a installé des barrages en France à peu près partout où on pouvait en installer. Donc, on ne va pas pouvoir beaucoup développer l'hydraulique en France. Donc, si on continue un peu la même logique, avantage, inconvénient, l'avantage de l'hydraulique, c'est une énergie qui est renouvelable. Pourquoi elle est renouvelable? Parce qu'une fois que l'eau est tombée, elle va dans le fleuve, elle va à la mer, elle va dans les nuages, il monte, il repleut, etc. Donc c'est le cycle de l'eau. Elle est très modulable. Donc par exemple, quand vous avez des pics de consommation,
On utilise l'énergie hydraulique parce qu'en quelques... Enfin, il faut que le technicien il soit là, bien sûr, mais en quelques minutes, on peut faire fonctionner un barrage et récupérer l'énergie dont on a besoin. Par contre, on ne peut pas dire qu'un barrage n'a pas d'influence sur son environnement. Bien évidemment, si vous arrêtez le lit d'un fleuve, le cours d'eau, il y a forcément des inconvénients. Ça peut être effectivement une perturbation des écosystèmes qui étaient là, déplacement de population. Vous avez de l'eau qui stagne, donc cette eau qui stagne, elle va s'évaporer plus facilement. Elle va abriter des algues, des bactéries, etc. Et donc, par exemple, il y a toute une réflexion qui est menée sur l'électrification de l'Afrique. Est-ce qu'il faut faire des grands barrages sur les grands fleuves ou est-ce qu'il faut plutôt développer des petits panneaux solaires dans les villages? Et c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est-à-dire que quand vous avez des pays où on a vraiment besoin d'eau, le fait de faire un barrage, ça ne va pas dans le bon sens par rapport aux besoins d'eau des populations. Et vous avez un exemple, donc en France quand même l'hydraulique il a été développé de façon très raisonnée, mais vous avez l'exemple du barrage des Trois Gorges en Chine qui est un monstre, parce qu'il faut toujours se ramener à mon fameux gigawatt. Là vous avez un barrage qui produit 22 gigawatts. Ça, vous avez un barrage qui a la puissance de la moitié du parc nucléaire français. Donc c'est quelque chose de monstrueux. Et qui a été développé de façon, disons, on va dire, moins vertueuse que les travaux publics en France. Donc il y a effectivement beaucoup de morts sur les chantiers, des gens qui ont été déplacés. Et si on veut un petit peu petite tristesse, qui a causé par exemple la disparition du dauphin de Chine. Donc voilà, il faut garder en mémoire que construire un barrage, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Il y a d'autres façons de récupérer l'énergie de l'eau. Il y a en particulier, on peut récupérer les courants, mais aussi on peut récupérer la marée. Vous avez quand vous êtes sur l'Atlantique, vous avez la marée haute et la marée basse. Le fait que vous ayez une différence de hauteur entre la marée haute et la marée basse, ça vous fait comme un barrage en fait. L'eau est en haut, l'eau est en bas, vous récupérez cette énergie. Et donc, la plus grande usine marémotrice était en Bretagne. Mais c'est pas qu'elle n'y est plus, c'est qu'elle a été supplantée par une usine marémotrice coréenne. Donc en Bretagne, c'est la deuxième usine marémotrice au monde et qui produit à peu près quand même 3,5% de la consommation électrique de la Bretagne. L'énergie suivante dont je vais vous parler, c'est l'énergie éolienne. Donc c'est toujours la même idée. Quand on veut faire de l'électricité, il faut faire tourner un truc. Donc là, l'idée, c'est qu'on va le faire tourner tout simplement avec le vent. Donc en France, c'est pareil, hein, vous avez quand même l'équivalent de 18 tranches de réacteurs nucléaires installés à partir du vent, sauf que du vent, il n'y en a pas tout le temps. Parfois, il n'y en a pas assez, parfois, il y en a trop. Donc ce qu'on appelle le facteur de charge, c'est-à-dire le moment où les éoliennes fonctionnent, est faible. Et si vous regardez, c'est quand même de l'ordre, si on regarde en gros, c'est quelque chose qui est de l'ordre de 20%. Ça veut dire que pendant 80% du temps, l'éolienne ne rend pas le service pour lequel on l'avait construit. Donc il faut vraiment faire attention à l'endroit où on les implante. Donc bien sûr, il y a des avantages, c'est une énergie renouvelable et gratuite. L'impact sur l'environnement, il est plus limité que celui d'un barrage. Si vous habitez à côté de l'éolienne, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais c'est quelque chose qui a un impact moindre. On fait attention maintenant de ne pas les installer non plus dans les couloirs des oiseaux. Par contre, ce que je racontais au départ de ce qu'était le développement durable, je pense que l'éolienne, c'est une excellente illustration. Dans un moteur d'éolienne, vous avez un aimant. Il faut que ce soit un aimant très puissant. C'est un aimant qui est construit à partir de ce qu'on appelle une terre rare. Et cette terre rare, peu importe, c'est du néodyme. Et l'exploitation des terres rares, en fait, est une industrie qui est extrêmement polluante. Et donc, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la plupart des pays occidentaux n'ont pas voulu se lancer dans ce développement. Ils ont laissé le monopole à la Chine. Et on va le dire de façon soft, ça n'a pas été fait de façon très écologique. C'est-à-dire que l'exploitation des terres rares en Chine a engendré énormément de pollution locale. Ce qui fait que quand on utilise du néodyme en France pour faire une énergie dite durable, il faut se rappeler que ça a causé de la pollution à un autre endroit de la planète, donc ça n'est pas durable. Il y a une vraie prise de conscience de ça, et à la fois du fait que là, les terres rares, en fait, on va en avoir besoin de plus en plus, et que la Chine, en se développant, va avoir des standards écologiques un petit peu plus élevés, il y a d'autres pays occidentaux qui se sont mis à exploiter ce genre de matériaux.
Je vais vous parler maintenant de la biomasse. La biomasse, c'est l'énergie qu'on utilise depuis le plus longtemps. Hein. L'invention du feu, ça remonte à peu près... Enfin, la domestication du feu, ça remonte à peu près à 500 000 ans. Donc ça fait 500 000 ans qu'on brûle des trucs pour se chauffer et récupérer de l'énergie. Donc quand on parle biomasse, la première chose à laquelle on pense, c'est le bois. Donc le bois, on l'utilise pour se chauffer. Il y a même quelques centrales à bois pour faire de l'électricité. Donc quand on brûle du bois, on émet des gaz à effet de serre, puisqu'en fait on brûle quelque chose d'organique. Seulement, la différence, c'est si on replante un arbre et que l'arbre repousse, alors on recapte le dioxyde de carbone qu'on avait mis. Donc a priori, c'est quelque chose de neutre du point de vue des gaz à effet de serre, à la seule condition qu'on replante autant de bois qu'on en a brûlé. Bon, après, il n'y a pas que le bois comme énergie de biomasse. Par exemple, si vous regardez à la fac, quand ils ramassent les feuilles et les déchets végétaux, ils les broient. Et on peut récupérer de l'énergie comme ça. Et il y en a une partie, par exemple, qui a amené à la centrale thermique des Ulysses, qui est utilisée pour le chauffage des habitations. Donc vous avez aussi d'autres types de biomasse. Vous avez ce qu'on appelle le biogaz. Ça, c'est ce qui est issu de la fermentation des déchets. Et vous voyez parfois près des décharges ou près des élevages aussi des espèces de coupoles où on va laisser ces matières organiques fermenter et on va récupérer du biogaz. Et vous pouvez voir des bus où c'est écrit « Je roule au biogaz ». Donc c'est du méthane et du dioxyde de carbone. Et le dernier truc dont je voudrais parler, c'est les agrocarburants, qui, à une époque, se sont appelés biocarburants et qui ne méritaient pas exactement ce nom-là, parce que c'est la première génération d'agrocarburants, c'est que les gens se sont dit, en fait, il n'y a pas tellement de différence entre du diesel, par exemple, et de l'huile de friture. C'est un petit peu les mêmes types de molécules. Et donc, on peut très bien faire rouler sa voiture, par exemple, avec de l'huile de colza. Ça marche très bien. Donc l'idée, c'est de se dire, on va planter partout du colza, on va récupérer l'huile pour faire rouler les voitures, et là on aura un truc, l'année d'après on replantera du colza, c'est merveilleux. Et en fait, l'idée de cette chose qui était totalement pervertie, c'est que les terres agricoles, il n'y en a pas autant qu'on en veut. Et donc les terres agricoles, normalement, ça doit servir à faire pousser des choses pour les gens, pour les animaux, pour manger. Et donc il y a eu un effet pervers de ce truc-là, en particulier en Amérique du Sud, où il y a eu des pans entiers de la forêt d'Amazonie qui ont été rasés pour faire pousser du colza pour les voitures. Donc ça, c'est évidemment pas du développement durable. Donc l'idée, c'est que les terres agricoles, ça sert à manger. Mais par contre, quand vous produisez des plantes, il y a une partie qui se mange, puis il y a des déchets aussi. Et ces déchets-là, on peut essayer de les valoriser et de les récupérer comme carburant. Et c'est ce qui est fait avec les carburants de deuxième génération. La dernière ressource en énergie dont je vais parler très rapidement, c'est la géothermie. Alors, elle est vraiment de nature différente des autres parce qu'elle n'est pas du tout liée au soleil, pour le coup. C'est le fait que la Terre, à l'intérieur, a un noyau qui est extrêmement chaud. Et ce noyau, en fait, il chauffe. Et il chauffe la Terre jusqu'à la surface. Et donc, vous avez un gradient de température, c'est-à-dire que quand on descend de 100 mètres, il fait 3 degrés de plus. Ça, c'est en moyenne sur Terre. Donc, c'est pas beaucoup. Hein. Pour arriver à récupérer des températures suffisamment élevées, il faudrait descendre énormément. C'est pas beaucoup en moyenne, mais dans certains endroits, c'est beaucoup. En particulier, dans toutes les zones volcaniques, vous avez la possibilité d'aller récupérer la chaleur interne de la Terre de façon beaucoup plus efficace. Donc, cette géothermie, en fait, on va pouvoir l'utiliser sous 3 formes, suivant la température que vous allez pouvoir récupérer. Si vous arrivez à trouver des roches qui sont à peu près à 150 degrés, alors si vous récupérez cette chaleur, souvenez-vous, vous allez pouvoir faire bouillir de l'eau, et quand on peut faire bouillir de l'eau, on récupère la vapeur, on fait tourner un alternateur, on fait de l'électricité. Donc dans les endroits de la Terre où on peut facilement accéder à des roches à 150 degrés, on va pouvoir construire des centrales électriques. Par contre, il faut quand même garder des ordres de grandeur dans la tête. Donc la centrale géothermique française, elle est en Guadeloupe, et elle produit 15 mégawatts, c'est-à-dire 60 à 80 fois moins qu'une tranche de centrale nucléaire d'1 gigawatt qu'on avait pris comme référence. Par contre, vous avez des pays comme l'Indonésie qui a quand même un très grand potentiel de géothermie, puisque là, on arrive à 27 gigawatts.
Mais il n'y a pas que l'électricité qu'on peut faire avec la géothermie, il y a aussi ce qu'on appelle la géothermie moyenne température. C'est-à-dire si on arrive à accéder à des températures de l'ordre de 50 à 100 degrés, alors on va pouvoir faire du chauffage. Ça, c'est ce qui se passe en région parisienne, en fait, sous nos pieds. À 2 km en dessous de nous, il y a l'aquifère du bassin parisien dont la température est de 74 degrés. Donc on peut capter cette eau. Et si vous connaissez Chevilly-Larue, c'est juste à côté de Bourg-la-Reine, il y a une bonne partie en fait, des logements de la ville qui sont chauffés comme ça, grâce à l'eau qui a été récupérée à 2 km, chauffée par la chaleur de la terre. Et puis très rapidement, la dernière chose dont vous avez peut-être entendu parler, c'est cette fameuse géothermie basse température, quand on installe des tuyaux comme ça dans son jardin pour récupérer la chaleur de la terre. La chaleur du sol, c'est 12-13 degrés. Donc c'est pas ça qui va chauffer complètement votre maison. Mais vous allez pouvoir récupérer, à travers un truc qui c'est l'inverse d'un frigo, peu importe, vous allez pouvoir récupérer un peu de cette chaleur de la terre pour chauffer. Donc j'ai bientôt terminé. Ce que je voulais vous montrer, c'est on a justement plein de possibilités en fait, d'utilisation de l'énergie. Et donc vous avez, si ça vous intéresse, vous avez le site de RTE qu'on trouve relativement facilement, qui vous montre comment en France on utilise l'électricité, comment on utilise nos ressources pour produire de l'électricité en fonction du jour de l'année. Et donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que, c'est un exemple, on peut en prendre des tas, le 11 décembre 2022, il a fait beaucoup plus froid que le jour de Noël l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il ne faisait pas très froid le jour de Noël. Et bien, vous voyez que quand il fait beaucoup plus froid, on va être obligé de mobiliser bien davantage les sources d'énergie fossile. Quand il fait pas... Oh, pardon, je fais des bêtises. Quand il ne fait pas très froid, on n'utilise pas tellement on n'utilise pas tellement le gaz et on va l'utiliser beaucoup plus quand il fait froid. Vous voyez aussi qu'il y a des pics de consommation en fonction de l'heure de la journée. Et puis, le jour de Noël, il y avait beaucoup de vent, donc on a pu beaucoup utiliser l'éolienne, alors que quelques jours avant, on n'avait pas une utilisation du vent très importante. Et vous voyez qu'en hiver, le solaire, c'est quand même juste un tout petit moment de la journée où on pourra l'utiliser. Ce que vous pouvez trouver aussi relativement facilement, c'est ce genre d'image qui vous montre le pourcentage de dioxyde de carbone contenu dans les énergies qui sont utilisées. Et donc les pays qui sont en vert, par exemple le 25 décembre en France, quand il faisait pas très froid, vous voyez que la France est en vert, c'est-à-dire qu'on n'utilisait pas de ressources en énergie qui produisent du CO2. Quand il a fait plus froid, on a dû mettre les centrales à gaz, donc on a utilisé. Et vous voyez des pays qui ont beaucoup d'hydraulique, par exemple, comme la Norvège, qui sont tout le temps en vert, parce qu'en fait, ils ont moins besoin d'avoir recours aux énergies fossiles. Et à l'inverse, vous voyez l'Allemagne et la Pologne, qui ont beaucoup de centrales à charbon et qui doivent utiliser des énergies fossiles. Donc si on fait un petit bilan, et qu'on essaye d'être le plus neutre possible, ce qui est jamais évident quand on aborde ce type de sujet, ce qui est une certitude, c'est que la révolution industrielle, elle s'est développée en utilisant les énergies fossiles. C'est ça qui fait qu'on a brûlé beaucoup de choses et qu'on a ce problème de gaz à effet de serre actuellement. Donc on doit sortir de là, opérer une transition énergétique en utilisant des renouvelables et en gardant à l'esprit que c'est pas simple en fait. On a utilisé la solution la plus simple au départ. Et donc il n'y a aucune énergie qui va remplacer à elle seule les énergies fossiles. La plupart du temps, c'est plus compliqué. On ne peut pas mettre une éolienne sur sa voiture, il va falloir passer par le vecteur électricité. Donc, et puis bon, le rôle du nucléaire va dépendre un peu des politiques choisies, mais sans polémiquer, sans dire quoi que ce soit, il faut garder à l'esprit que même si on développe énormément de sources, on va quand même avoir d'autres leviers à utiliser pour faire en sorte de mieux utiliser et de moins utiliser d'énergie. Donc mieux utiliser l'énergie, ça veut dire augmenter ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que pour une même quantité d'énergie au départ, on va avoir un service rendu meilleur. Un exemple très simple, c'est par exemple une cheminée. Si vous avez une cheminée ouverte, vous allez transformer 25% de l'énergie du bois en chaleur. C'est pas beaucoup. Si vous avez un insert, vous allez transformer entre 50 et 75%. Donc pour la même quantité d'énergie disponible au départ, vous aurez un service rendu bien meilleur. Un moteur électrique transforme l'énergie de façon plus efficace, par exemple, qu'un moteur mécanique. Un autre exemple qu'on peut donner,
C'est donc l'amélioration d'efficacité des dispositifs. Si vous regardez par exemple les voitures, donc j'ai pas d'Action chez Citroën, mais bon, on prend une C4 et puis vous prenez son ancêtre qui était la GS et vous regardez que pour la même quantité d'essence, pour une vitesse à peu près semblable, on a divisé la consommation par 2. Donc ça veut dire que la technologie a permis d'utiliser les ressources de façon beaucoup plus efficace. Autre truc, les ampoules qu'on nous a fait changer, ces fameuses ampoules à incandescence qu'on n'utilise plus. Ah ben voilà. On n'a plus de... Voilà. Ces ampoules à incandescence qu'on n'utilise plus. Pourquoi, en fait, on nous a interdit d'utiliser ces ampoules? Ben, c'est tout simplement parce qu'elles ne rendaient pas de façon efficace le service qu'on leur demandait. Ce qu'on leur demandait aux ampoules, c'était d'éclairer. Et en fait, quand on regardait les anciennes ampoules, la partie de lumière visible qu'elles émettaient, elle était très faible. Donc ces anciennes ampoules, elles éclairaient à 10% et elles chauffaient à 90%. En hiver, c'était pas si grave, hein. C'était toujours ça de moins à fournir par les radiateurs. En été, c'était davantage un problème. Donc on est passé par une phase transitoire d'un truc compliqué, qui marche pas si bien et qui posait quand même un certain nombre de problèmes. Et on est arrivé à utiliser maintenant ce qu'on appelle les diodes électroluminescentes, qui fonctionnent sur une technique complètement différente et qui, pour la même quantité d'électricité, va vous fournir 10 fois plus de lumière. À tel point, quand on achète une ampoule à LED, on nous donne la puissance d'avant. On nous dit, ça éclaire, c'est une ampoule de 6 watts qui éclaire autant qu'éclairait une ampoule de 70. Autre chose qu'on peut faire, c'est limiter les pertes. C'est-à-dire, on peut utiliser l'énergie de façon la plus efficace possible, mais aussi limiter les pertes. Donc je vous ai donné 2 exemples. Isoler les habitations, c'est ce qu'on nous demande de faire. L'éco-conduite, alors c'est anecdotique, mais c'est très révélateur. Les jeunes gens, quand ils passent leur permis, maintenant, ils ont des points du permis pour l'éco-conduite. C'est-à-dire qu'on leur explique de façon très intelligente que ça n'a aucun sens d'accélérer pour freiner au feu rouge, parce qu'on a gaspillé toute l'énergie qu'on avait mis dans la voiture. Et donc, je terminerai ce petit séminaire avec un message qui est quand même extrêmement important, c'est-à-dire que, bien sûr, les ingénieurs essaient de trouver des nouvelles ressources en énergie, de les exploiter de la façon la moins polluante possible. Ils essayent d'optimiser l'utilisation de l'énergie, mais on n'arrivera probablement pas à s'en sortir si nous aussi, on ne fait pas des efforts de moins consommer. Et là, je ne me permettrai pas de donner des leçons à qui que ce soit, juste vous dire de réfléchir, qu'est-ce qui pour vous est simple, qu'est-ce qui pour vous est contraignant, quels sont les premiers leviers que vous pouvez utiliser, à quoi vous pouvez renoncer sans que ça soit trop pénalisant pour vous. Je donne l'exemple de l'avion. Moi, j'ai peur en avion, donc pour moi, c'est super facile de dire je ne prends plus l'avion. Pour des personnes, ça va être quelque chose de beaucoup plus coûteux. Et donc, je vous invite à réfléchir là-dessus, vous dire aussi que la recherche le fait. Je ne sais pas si le LPS a fait son bilan de gaz à effet de serre. On me dit oui. Donc, au niveau de la recherche, au CNRS et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, il y a vraiment cette prise de conscience. Donc, aussi, au niveau de la recherche, on doit limiter notre impact. On doit réfléchir à comment mieux utiliser les ressources qu'on nous donne. Et je vais terminer par ces considérations-là. Merci pour votre attention.